je suis Nadège Arnam du service biodiversité, parcs et territoires ruraux de la région Sud et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré au travail partenarial entre la région Sud et le CEREMA, donc autour de la constitution d'une base de données régionale sur l'éclairage public. Donc, cette démarche, elle répond clairement à un besoin identifié. Donc, pour quantifier la pollution lumineuse et pour identifier les acteurs à enjeu à l'échelle régionale, il est nécessaire de mieux connaître l'éclairage public et d'homogénéiser les données relatives aux installations. Et donc, pour y parvenir, la région Sud et le CEREMA ont décidé de mettre en place un groupe de travail dédié pour associer les acteurs régionaux concernés, pour mutualiser les données, harmoniser les pratiques et partager les retours d'expérience. Et aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui à l'atelier de préfiguration de ce groupe de travail et nous vous remercions pour votre intérêt et votre présence. Donc, avant de rentrer dans le concret, juste quelques mots pour vous présenter le partenariat, car ce projet, il illustre quand même la complémentarité entre différents acteurs régionaux. Donc, il y a tout d'abord le service biodiversité, parcs et territoires ruraux pour lequel je travaille, qui porte la dimension écologique, la connaissance des territoires et qui porte le lien avec les parcs. Il y a le service connaissance du territoire et le CEREMA, et mes collègues se présenteront du coup par la suite. Ce que je voulais vous dire également, c'est que ce projet, il s'inscrit pleinement dans le cadre des politiques publiques nationales et régionales. Donc, d'une part, il y a la stratégie nationale pour la biodiversité, donc notamment à travers la mesure 9 que vous voyez ici, qui vise à réduire les pressions de la pollution lumineuse sur les écosystèmes avec une sous-action qui est la mise en place du nouvel observatoire des mesures de la pollution lumineuse et d'une base de données nationale sur les parcs de luminaires publics. Et ensuite, nous avons travaillé sur la stratégie régionale de la biodiversité. Cette stratégie n'est pas une déclinaison de la stratégie nationale biodiversité. Par contre, elle prend en compte, bien entendu, les objectifs de cette dernière. Et dans cette stratégie, on encourage la connaissance et la préservation des continuités écologiques de jour comme de nuit, et avec une sous-action spécifique qui est de collecter les données supplémentaires pour identifier et cartographier les nouvelles trames, dont la trame noire. Donc, dans notre service, vous le voyez ici à travers ce schéma, on travaille également avec les parcs naturels régionaux qui sont très investis sur les sujets, notamment à travers le réseau Interparc Énergie. Et ce réseau, il a notamment produit un guide de recommandations techniques sur l'éclairage public destiné à accompagner les collectivités dans leur démarche de sobriété lumineuse et d'aménagement respectueux de la biodiversité. Je vous ai mis le lien et quand on vous enverra la présentation, du coup, vous y aurez accès. Maintenant, je vais donner la parole à ma collègue Claire du service connaissance du territoire. Ah, c'est Julien, excusez-moi, Julien Dario. Oui, bonjour à tout le monde. Non, je vais prendre la parole vraiment 2 petites secondes pour insister effectivement sur un des points qu'a évoqué Nadège, à savoir le fait qu'il s'agit d'une action également qui rentre nous dans le cadre de la plateforme connaissance du territoire régional, donc qui nous associe avec les services de l'État, l'INSEE et l'IGN. Et donc, au sein de cette action, finalement, on met un accent tout particulier sur la production de standards géographiques. Donc là, c'est ce qui concerne notamment l'éclairage. Ça rejoint aussi un certain nombre d'actions, finalement, cette action sur la trame noire que nous avons autour du spatial et de l'imagerie, puisqu'on a un assez gros investissement sur ces questions-là. Et voilà, donc là, c'est un assez gros travail finalement d'animation finalement avec les acteurs régionaux. Et puis on est quand même très content, voilà, que vous puissiez aussi participer à cette démarche, voilà, tout en sachant que l'essentiel des résultats seront disponibles en open data, notamment sur DataSud, pour tout ce qui relève notamment des données sur la trame noire, la pollution lumineuse, et puis voilà, tous les travaux qu'on fera ensuite sur les données d'éclairage public, puisque naturellement tout cela est lié. Et je te rends la parole, Nadège. Claire, si tu veux te présenter ce que tu veux. Donc oui, merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. On Claire aussi au sein du service connaissance du territoire. Donc en effet, j'aurais pour objectif d'accompagner tout ce travail technique de mise en œuvre, d'audit, on va dire, et de structuration un peu de ces informations en vue de la constitution de cette base de données de l'éclairage public régional qui permettra effectivement l'élaboration de cette trame. Je préciserai un petit peu plus les objectifs de tout ce travail. On va laisser la parole au CEREMA pour se présenter. Donc, Samuel Busson, directeur de projet éclairage et biodiversité au CEREMA. Je travaille depuis quelques années avec d'ailleurs un certain nombre de partenaires que je vois autour de cette réunion avec mon collègue Paul.
Oui, bonjour à toutes et à tous, Paul Verny. Donc, moi, je suis responsable d'une petite équipe qui travaille sur l'éclairage extérieur et un peu intérieur au CEREMA et animateur du réseau national. Et on travaille oui, main dans la main maintenant avec Samuel depuis presque 10 ans sur ce sujet croisé éclairage et biodiversité. Donc, du coup, ce partenariat, il a débuté en début d'année 2025, et ce pour une durée de 2 ans, et il s'articule autour de 3 grands axes. Il y a le premier axe qui consiste du coup à poser le cadre et à initier la constitution d'une base de données régionale sur l'éclairage public. Et donc, pour préparer cette action, il y a le CEREMA qui a réalisé en début d'année un état des lieux des acteurs et des bases de données. Il y a un état des lieux normatif et réglementaire. Et lors de cette matinée, on va vous faire une synthèse de ces travaux. Donc aujourd'hui, dans cet axe, il y a donc le lancement du travail sur l'élaboration de la base de données. Il y a la suite de cette rencontre, il y a des ateliers techniques qui seront organisés jusqu'à la mi-année 2026 pour avancer du coup collectivement sur le chantier. On vous communiquera du coup les dates à la fin du webinaire. La deuxième action, ça consiste à organiser 2 formations-actions pour sensibiliser les élus et les techniciens sur la pollution lumineuse. Et donc, dans l'objectif de renforcer par la suite des démarches de déclinaison territoriale de la trame noire et de réduction de pollution lumineuse. Les lieux ne sont pas encore définis, mais ces formations-actions devraient se tenir en fin d'année 2026. Et ensuite, dans le partenariat, il y a un 3e axe qui concernera du coup tout le travail sur la donnée, puisqu'il y aura du coup un gros chantier sur le traitement de la donnée, d'acquisition également. C'est Claire qui vous en parlera un peu plus, et via des images satellites. Donc, ces données qu'on aura, ils vont nous permettre par la suite de réaliser une cartographie et de s'appuyer sur la méthode déductive. En superposant les cartes de la TVB, on pourra extraire la partie la plus sombre et ça constituera la trame noire. Donc, voilà pour la vision globale du partenariat. Aussi, pour amorcer le travail, on avait réalisé une enquête en ligne afin d'obtenir un premier partenariat des acteurs compétents en matière d'éclairage public et aussi de recueillir vos avis sur la démarche de co-construction de la base de données. Donc, merci déjà à tous ceux et celles qui ont participé à cette enquête. Les résultats montrent quand même un fort intérêt pour ce travail collectif qui démarre aujourd'hui. On a eu donc 29 réponses. Dans les profils, on a des parcs naturels régionaux et même un parc naturel national qui ont répondu, des communes, dont la plupart ont la compétence d'éclairage, des métropoles et des syndicats. En gros, 90% souhaitent connaître l'avancée du travail et la moitié souhaitent participer au groupe de travail. Pour mieux vous connaître, on vous propose un petit sondage en ligne avec juste 3 questions pour présenter votre structure, si vous avez la connaissance. Donc, normalement, ça va apparaître sur votre écran. Et vous devez le voir si tout va bien. La deuxième question, c'est si jamais vous avez la compétence énergie, vous mettez oui, vous pouvez remplir directement si c'est en régie ou délégué. Douze réponses. Dominique répond non. Non à quelle question? Sur le fait d'avoir la compétence éclairage, c'est ça? Énergie? Ou bien t'as pas accès au sondage? Ah. Je peux pas dérouler le menu afficher le sondage. Ça m'a mis désolé, un problème est survenu. Bon, je vais essayer plusieurs fois, mais en tout cas, le nom est effectivement pour la compétence énergie. Ok, oui, donc il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à avoir accès au sondage et d'autres oui. Si vous n'arrivez pas à avoir accès au sondage, vous pouvez effectivement mettre votre structure sur la discussion. Donc, par rapport à la première question qui est quelle structure représentez-vous et effectivement, est-ce que vous détenez ou pas la compétence éclairage? Voilà, dans un même message et on interprétera vos résultats. Merci. Merci. Là, vous êtes 17 à avoir réussi À répondre. Parfait, merci.
Ok, donc, je prends la suite. Donc, moi, je vais vous faire un rapide tour d'horizon pour les acteurs qui ne seraient pas complètement familiers de cette thématique-là. La raison pour laquelle on s'intéresse à ce sujet-là en croisant les sujets éclairage et biodiversité, c'est que la lumière artificielle nocturne a un certain nombre d'incidences sur le vivant. Et donc, je vais brosser ça assez rapidement. Et pour cette présentation, je me base à la fois sur des travaux qui ont été largement initiés par Romain Sordello du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, je reprends certaines de ses présentations. Et puis, j'utilise également pour illustrer mon propos des photos issues d'un concours qu'on a organisé au CEREMA qui a abouti sur une exposition. Et l'exposition, elle est disponible auprès pour les acteurs du territoire. Et donc, voilà, il y a un petit lien sur lequel vous pourrez cliquer quand vous récupérez la présentation à l'issue de cette réunion, si jamais vous êtes intéressé par l'expo. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc déjà, quand on parle d'impact de la lumière sur la biodiversité, de quelle biodiversité on parle? En fait, on parle de tous les niveaux de la biodiversité. La biodiversité, c'est quelque chose qu'on peut décrire à un niveau extrêmement précis. On a une diversité génétique au sein d'une population d'individus de la même espèce. On est tous différents en termes de patrimoine génétique, donc voilà, il y a déjà cette diversité au niveau génétique. Après, on a une diversité en termes d'espèces. On a par exemple différentes espèces de chauves-souris. Après, au sein des espèces, on a des individus, on a des mâles, des femelles, des vieux, des jeunes, et chacun a ses propres caractéristiques. Après, on a des diversités de populations. Vous avez certaines pipistrelles qui vivent en ville, qui ont des réactions vis-à-vis de la lumière qui sont différentes de la même espèce de pipistrelle qui vit plus en zone rurale. Après, vous avez des communautés, c'est-à-dire que vous avez différentes espèces qui vont interagir entre elles, des insectes avec des chauves-souris, avec des rapaces nocturnes, etc. Le tout évoluant dans un écosystème. Donc là, on intègre également des éléments, notamment végétaux. Et l'ensemble des écosystèmes constituant un paysage. Et on a une diversité de paysages à l'échelle régionale. On a des zones méditerranéennes, plutôt maritimes, d'autres d'influence montagnarde, d'autres de plaine, etc. Voilà. Donc ce qui est important de retenir, c'est que la biodiversité, ça se décline à tous les niveaux et qu'on arrive, la science a démontré que la lumière avait des effets sur la biodiversité à chacun de ces niveaux. Alors on peut passer à la suivante. Le contexte dans lequel aussi s'inscrivent ces travaux, c'est un contexte d'érosion massive de la biodiversité. Donc on parle aujourd'hui de 6e extinction de masse. Et c'est la première extinction de masse, parce qu'il y en a eu d'autres précédemment, mais c'est la première pour laquelle la cause principale, c'est l'humain, ses différentes activités, la consommation d'espaces naturels, la fragmentation de ces espaces, l'émission de polluants dans les milieux, etc. Et donc, on est dans une situation qui est assez critique pour certaines espèces. On a par exemple perdu en 30 ans 80% de la biomasse d'insectes. Et parmi ces insectes, il y en a un certain nombre qui nous rendent des services. Donc, c'est problématique pour ces espèces, mais aussi problématique pour eux notamment. Un certain nombre d'espèces assurent un service de pollinisation, par exemple, qui nous est très utile. Après, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que la biodiversité, on n'y pense pas forcément parce que la nuit, on est moins actif et on la voit moins bien par définition, mais la biodiversité, elle est majoritairement nocturne. En fait, alors une majorité d'espèces ont une activité, au moins une partie de leur activité qui est nocturne. Ça concerne notamment 64% des invertébrés, et dans les invertébrés, on a notamment tous les insectes, et on a beaucoup plus d'espèces d'insectes que d'espèces vertébrées. Donc ça, c'est aussi un élément important à retenir. En fait, la majorité des espèces ont une activité nocturne et sont impactées par la lumière, donc on ne parle pas d'un épiphénomène, mais bien d'un impact majeur. Alors, les espèces, pour vivre la nuit, avant l'arrivée de la lumière artificielle, elles ont développé des adaptations pour pouvoir justement vivre la nuit. La nuit, ça permet de se séparer dans le temps et dans l'espace par rapport à d'autres espèces, à des concurrents, à des prédateurs, etc. Donc, certaines espèces ont par exemple développé une capacité de bioluminescence qui peut leur permettre de communiquer. C'est le cas par exemple des vers luisants et des lucioles qui émettent de la lumière pour communiquer avec leurs partenaires, notamment partenaires sexuels. Voilà, on peut passer à la suivante. On a également une évolution des systèmes visuels de certaines espèces pour leur permettre de voir dans des conditions de très très faible luminosité, avec par exemple les oiseaux nocturnes qui ont des yeux de taille beaucoup plus grosse relativement au cerveau par rapport à nous par exemple. On a également d'autres adaptations comportementales, notamment avec la faculté de certaines espèces de se repérer par rapport au ciel nocturne. Et ça concerne un certain nombre d'espèces. Donc là, vous avez par exemple des phoques
dont il a été démontré qu'ils arrivent à s'orienter par rapport à la Voie lactée, mais ça a été également démontré pour des oiseaux migrateurs et pour même des insectes, puisque le bousier, il y a eu une expérimentation où des bousiers, donc c'est des petits coléoptères, qui sont coprophages, qui mangent donc des fécès, et qui, quand on déplace l'emplacement des constellations dans un planétarium, bah, qui modifient leur trajectoire. Donc des espèces aussi peu évoluées entre guillemets que des insectes, avec des petits cerveaux, etc., sont capables de repérer, comme le faisait le marin au temps d'Antiquité, une constellation stellaire, un ciel. Voilà. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est qu'il a pu être démontré que la Lune et l'évolution de la quantité de lumière qu'elle émettait suffisait à influencer le comportement des espèces. On a des espèces typiquement de proies, de prédateurs, de proies, oui, de proies, des petits mammifères comme des nulots, des souris, etc., qui sont beaucoup plus, qui ont tendance à beaucoup plus se cacher les nuits de pleine lune quand elles sont révélées par cette pleine lune que les nuits de nouvelle lune ou les nuits où il y a un ciel couvert. Et là où c'est intéressant de se dire ça, c'est qu'une pleine lune, en termes de grandeur d'éclairage, ça produit un éclairement d'environ 0,25 lux au sol. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 0,25 lux, par rapport à la quantité de lumière qu'on utilise pour nos besoins humains, c'est très peu, puisque pour des piétons, on va être entre 5 et 10 lux, pour des véhicules motorisés, on va être entre 10 et 40-50 lux. Donc une pleine lune suffit à influencer le comportement des espèces. Imaginons l'influence potentielle d'un éclairage artificiel pour répondre à des besoins humains. Alors le mécanisme de base un des mécanismes de base qui résume bien l'effet de la lumière sur la biodiversité, c'est le phénomène d'attraction ou de répulsion. Donc on appelle ça le phototactisme. Et ce phototactisme, il s'exprime notamment par le phénomène d'attraction, qui est le plus évident à voir pour nous-mêmes, puisque c'est ce qu'on constate quand on allume un éclairage. En été, à l'apéro, on constate que dès qu'on allume, on a un certain nombre d'insectes qui vont venir se coller au point lumineux. Donc là, vous avez sur l'illustration de droite un phénomène. Donc là, ce sont des insectes de la famille des éphéméroptères. Et les éphémères, ce sont des insectes qui ont une très courte vie à l'état d'insectes volants, qui dure parfois une journée. Après une longue période de vie en milieu aquatique, les larves sont aquatiques, et en fait les adultes doivent se reproduire dans ce très court laps de temps et pondre à la surface de l'eau. Et en fait la réflexion de la lumière sur des surfaces telles que des routes sont confondues par ces espèces-là avec des surfaces en eau. Et donc là vous avez sur cette photo le phénomène d'éphémères qui, plutôt que d'aller pondre dans l'eau, pondent sur une route. Donc évidemment la ponte n'aboutira à rien et les individus se font écraser. Et on a un effet qui a été démontré pour des très faibles quantités de lumière. Il y a un papier qui s'est intéressé aux petites lampes LED là, photovoltaïques qu'on peut mettre dans le jardin. Et dès un luxe, on se rend compte que certains insectes sont attirés et piégés et restent là jusqu'à se faire manger pour beaucoup d'entre eux. On a également l'effet de répulsion. Un certain nombre d'espèces sont repoussées par la lumière. On parle d'effet barrière. Et ça fait que certaines espèces vont éviter certaines parties du territoire parce qu'elles sont éclairées. À droite, vous avez une photo de plage qui est tout à fait propice à accueillir la ponte de tortues marines. C'est une plage de la Réunion, mais on a aussi des plages en Méditerranée qui accueillent des pontes aujourd'hui. Et une plage éclairée sera beaucoup moins susceptible d'accueillir des pontes de tortues. Les tortues femelles ne sortiront pas de l'eau pour aller pondre sur ces plages. Donc là, on a vraiment un évitement et une perte d'habitat pour ces espèces-là. On a également une modification des interactions entre espèces. On parle de relations interspécifiques. Donc, une qui est évidente, c'est la concentration d'insectes autour des lampadaires. Ça génère une opportunité de chasse pour les espèces qui tolèrent la lumière. Donc, on a certaines espèces de chauves-souris qui tolèrent cette lumière parce qu'elle leur apporte une ressource alimentaire très facile, notamment certaines pipistrelles. Vous avez également des geckos ou des araignées qui vont, par opportunisme, se placer à proximité d'un point lumineux pour chasser les insectes qui vont tourner autour du point lumineux. On a également des effets sur d'autres écosystèmes, et notamment sur les interactions entre les plantes et les pollinisateurs. Il faut savoir que la pollinisation, on l'assimile souvent à l'abeille domestique, mais la plupart des pollinisateurs, ce n'est pas les abeilles, c'est plein d'autres espèces, notamment les papillons, et une grande majorité des papillons sont nocturnes. Donc en fait, une partie non négligeable de la pollinisation se passe la nuit. Et quand on éclaire un champ, on se rend compte que l'activité de pollinisation est beaucoup moins intense. Donc en fait, ça peut avoir des conséquences sur la production agricole et notre capacité d'autosuffisance alimentaire.
On a également, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, une fragmentation, un mitage nocturne, l'alignement de points lumineux qu'on a typiquement le long des ponts, le long des routes, etc. Ben, ça va faire que certaines parties du territoire ne seront plus du tout accessibles. Pour certaines espèces, la présence d'un ensemble de points lumineux constitue une barrière aussi physique qu'un obstacle en béton, puisque certaines espèces volent près du sol ou se déplacent au sol et ne passeront pas donc au-delà de ces éléments qui sont extrêmement fragmentants dans leur paysage. On a également, en effet, sur les rythmes biologiques, on a par exemple la chute des feuilles qui est retardée sur les arbres angives, on a des activités de certaines espèces de mammifères et d'oiseaux qui se prolongent la nuit, avec notamment le chant des oiseaux, des activités de chasse, et donc les individus qui prolongent leur durée d'activité, c'est comme nous, si on dort pas assez, leur santé s'en ressent, on a des effets sur les paramètres physiologiques, et puis on a aussi des effets de concurrence, des espèces de jour qui vont venir chasser des proies qui sont normalement plutôt accessibles aux espèces de nuit. Et donc on a des compétitions qui s'installent qui ne sont pas présentes en milieu naturel. Donc si on essaye de résumer un petit peu quels sont les paramètres qui sont les plus impactants, les paramètres de l'éclairage, on a un premier sujet qui est la question toute simple de la présence de lumière, est-ce qu'on éclaire ou pas? Donc là, je vous ai mis un petit extrait qui ne fonctionne pas. Ah oui, c'est un PDF, donc ça ne fonctionne pas. Pas de problème, c'est pas grave, on gagne du temps. C'est une carte dynamique de l'évolution des pratiques d'éclairage et d'extinction à l'échelle de la région. Et c'est une carte qui montre que un certain nombre de communes ont mis en place une extinction au moins partielle depuis 2014. Là, c'est une évolution entre 2014 et 2024 sur cette carte dynamique que je pourrais vous partager plus tard. Et donc, évidemment, le fait d'éteindre va avoir un effet bénéfique, notamment sur la consommation énergétique, ça c'est évident. Sur la biodiversité, c'est moins évident parce qu'il n'y a pas énormément d'études qui ont évalué ce phénomène. C'est assez récent, en fait, la mise en place d'extinction et son étude par les scientifiques. On a certaines espèces pour lesquelles on a identifié un bénéfice clair, mais ce bénéfice est en particulier présent quand l'extinction intervient tôt en soirée. Parce qu'en fait, on a un paradoxe, on a un conflit d'intérêts en tout cas, puisqu'en fait, la plupart des espèces ont des pics d'activité en début et en fin de nuit. Et c'est aussi le moment où on a, en tant qu'humain, le plus besoin d'éclairer. Et donc, en fait, si on voulait vraiment que l'extinction soit utile pour la biodiversité, il faudrait éteindre en début et en fin de nuit, ce qui contredit nos besoins. Voilà, donc ça c'était un point important par rapport à l'extinction. Donc au-delà de la présence de lumière, est-ce qu'on doit éclairer ou pas, est-ce qu'on doit éclairer toute la nuit ou pas, il y a la question du positionnement. Les points lumineux, où est-ce qu'on les positionne? Est-ce qu'on les positionne à proximité ou est-ce qu'on les éloigne des espaces à enjeu? On va parler tout à l'heure des cours d'eau, notamment qui sont des milieux en jeu, les forêts, les zones rurales. Voilà, donc le positionnement est assez stratégique. Un autre paramètre, ça va être le paramètre de la quantité de lumière. Donc pour la plupart des groupes vivants, on a pu montrer que plus on éclairait, plus l'impact était important. C'est assez intuitif, mais c'est important de le démontrer malgré tout. On a également le paramètre de la visibilité de la source lumineuse. Donc la visibilité de la source lumineuse va dépendre elle-même d'un certain nombre de paramètres. À quelle hauteur la source lumineuse est-elle située? Est-ce qu'elle est inclinée ou pas? Est-ce qu'il y a une vasque diffusante ou pas sur ce point lumineux? Est-ce qu'il y a présence de masques dans l'environnement? Est-ce qu'on a des bâtiments, des arbres ou un relief qui va masquer la visibilité de ce point lumineux à distance? Et il a été prouvé que cette visibilité avait une incidence sur notamment les insectes volants, les oiseaux, les chauves-souris, les tortues marines également. On a un autre critère qui est un ensemble de critères qui ont attrait à la qualité de la lumière. Donc, quelle est la composition spectrale de la lumière? Est-ce qu'on est plutôt sur une lumière pauvre ou riche en composantes bleues notamment? Est-ce que la lumière clignote rapidement? Est-ce qu'il y a du flicker? Donc ça, c'est des paramètres de qualité. Et sur ce sujet de la qualité, on avait réalisé en 2016, donc ça mériterait largement une belle mise à jour. On aurait beaucoup plus de cases rouges aujourd'hui. Mais on avait essayé de regarder ce que la science nous disait en termes d'impact de différentes longueurs d'onde, de gamme de longueurs d'onde sur des espèces. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de couleur qui permet de n'impacter aucun groupe d'espèces. Dès qu'on éclaire, on a un impact. Donc après, c'est une question de choix, de compromis entre les besoins humains, les espèces à enjeu les plus présentes sur le territoire et la technologie disponible. Mais on ne peut pas éclairer sans être impactant, ça c'est le message important à retenir. Voilà, donc j'en ai passé. Je passe maintenant la parole à Paul. Oui, merci. Juste un petit focus sur les actions. Alors Nadège, j'en ai un petit peu parlé en introduction, pardon, sur la
la stratégie nationale de la biodiversité, qui a donc inclus une action, l'action 9, sur les questions de pollution lumineuse, avec un objectif qui est clairement affiché d'une réduction de 50% d'ici 2030. Donc là, il y a un suivi qui est fait notamment à partir d'imagerie satellite. Donc celle-là, on s'inscrit totalement dans cette action nationale déclinée à l'échelle régionale, donc ça a déjà été évoqué. Et dans cette action stratégie nationale de la biodiversité 2030, il y a aussi deux axes qui sont importants, qui doivent faire l'objet de travaux. Le second, pardon, puisque le premier je viens de le citer, c'est de travailler sur l'accès par le grand public d'un certain nombre de solutions d'éclairage qu'on peut trouver dans les grands magasins, notamment, pour ne pas les citer, et voilà, de travailler sur finalement les aspects qualitatifs et une meilleure connaissance, une meilleure acculturation du grand public aux choix qu'ils peuvent faire sur les solutions qu'on peut trouver dans ces grands magasins, parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut même trouver des choses qui sont aujourd'hui pas forcément réglementaires en vente dans ces magasins. Et le troisième axe concerne la réglementation, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, sur le renforcement en fait de l'arrêté ministériel de 2018 que je vais rapidement vous décliner dans la foulée. Donc ça, c'est plutôt pour un axe, je dirais, stratégique qu'a défini l'État et dans lequel s'inscrit un certain nombre de régions. Et je vais rentrer maintenant plutôt sur un focus sur les normes qu'il faut connaître qui touchent à l'éclairage extérieur. Et puis après, je viendrai sur la partie vraiment réglementaire. Donc, les normes que je cite sont d'application volontaire, donc elles ne sont pas obligatoires. Donc, ça peut être des référentiels sur lesquels on s'appuie, mais il n'y a aucune obligation réglementaire là-dessus. Celle qui est la plus connue, c'est la norme européenne EN 13201, donc dite éclairage public, qui s'occupe essentiellement, c'est vrai, d'éclairage routier et d'éclairage de voirie. Juste un petit focus pour vous expliquer comment elle fonctionne. En fait, c'est une démarche logique de projet, puisque l'objectif, c'est forcément à la fin d'avoir des dimensionnements d'éclairage, mais on passe par une phase d'évaluation des enjeux, de définition des enjeux sur l'espace qu'on veut éclairer, de manière à identifier si finalement il y a besoin ou pas de beaucoup ou peu d'éclairage. Donc il y a tout un tas de critères qui rentrent en ligne de compte, qui permettent ensuite d'attribuer une classe d'éclairage et qui va définir des niveaux objectifs qui vont servir éventuellement de référentiel pour définir après le dimensionnement sur la base de méthodes de calcul qui sont décrites dans cette norme pour définir un dimensionnement des classes de l'instation d'éclairage, tout en respectant ce que Samuel a évoqué aussi tout à l'heure. Et puis en cinquième partie, l'évaluation du coût énergétique de cette solution dimensionnée. Alors, il faut savoir que cette norme européenne intègre aussi les questions d'abaissement, de temporalité qu'on veut appliquer à une solution d'éclairage, donc en faisant évoluer les critères qui définissent les enjeux au départ. Donc c'est celle-là qui est la plus connue. Ensuite, on a une norme expérimentale là, qui a plus d'une dizaine d'années qui, elle, identifie la façon de calculer les nuisances lumineuses, qu'est-ce qui est à prendre en compte, notamment en termes de luminaires, etc., et puis de réflexion, notamment, puisqu'il y a une partie de la pollution lumineuse qui vient du sol et de la réflexion de la lumière par les revêtements. Une norme importante qui gère tout ce qui est lieu de travail extérieur, donc la 12464-2, la 1 c'est plutôt pour le travail intérieur et la 2 c'est pour l'éclairage extérieur. Donc elle définit par typologie de travaux et de travaux menés la nuit, quels sont les niveaux attendus pour faire ces tâches visuelles en toute sécurité. Donc ça peut être des quais de gare, ça peut être des installations aéroportuaires, portuaires, etc. Et puis la dernière, elle gère plutôt, les sources lumineuses. En fait, il faut savoir que donc il y a une norme qui définit la sécurité photobiologique des LED, enfin des sources lumineuses, mais dont les LED. Et l'idée, c'est que, a priori, en éclairage, on va retenir des LED de catégorie 0 ou 1, parce que les 2 et 3 sont trop impactantes, et notamment risquent d'avoir des impacts photobiologiques sur l'œil humain. Donc voilà pour l'aspect normatif. Après, pour la réglementation, alors je ne vais pas trop m'attarder, mais en dehors du Code général des collectivités territoriales, donc c'est ce qui définit le pouvoir de police du maire, et c'est dans ce cadre-là que souvent la décision d'éclairer est prise justement dans le cadre pour assurer la sécurité des citoyens.
Donc ça, c'est la base, je dirais, du code sur lequel s'appuient les élus. Après, donc, en fait, l'arrêté ministériel de 2018, en fait, découle de toute une histoire qui est partie un petit peu des lois de Grenelle, hein, de 2007, etc. Et puis tout un tas d'évolutions réglementaires qui ont trait notamment à la publicité extérieure, aux enseignes, etc. Enfin, il y a toute une histoire qui a fini par aboutir fin 2018 à l'arrêté de limitation, la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses. Donc, juste un petit focus, parce qu'on pourrait y passer 1 heure sur cet arrêté. Il faut savoir que donc cet arrêté définit des typologies d'éclairage. On ne va pas avoir les mêmes critères et les mêmes prescriptions selon qu'on est sur de l'éclairage public, de l'éclairage de mise en valeur, l'éclairage sportif, l'éclairage de chantier, etc. Donc il y a 7 catégories qui sont définies dans cet arrêté. L'idée, c'est de travailler, enfin cet arrêté globalement donne un certain nombre de prescriptions techniques. Des prescriptions techniques qui vont par exemple définir ce qu'on a le droit ou pas d'envoyer au-dessus de l'horizon, hein, donc définir ce qu'on appelle l'ULR, donc le pourcentage de lumière qu'on va tolérer au-dessus de l'horizon, même si l'objectif c'est quand même globalement d'aller vers le 0%. Des limitations par exemple de température de couleur sur l'éclairage de voirie, hein, la réglementation, même si aujourd'hui on voit des choses qui sont bien en deçà de cette valeur, mais la réglementation définit un seuil à 3000 Kelvin. L'arrêté a défini aussi la mise en place de quotas de lumière avec cette fameuse densité surfacique qui est un petit peu compliquée, mais globalement, la réglementation va vous donner une certaine quantité de lumière pour éclairer votre espace, donc avec un seuil maxi finalement qui va être introduit, ce que n'introduit pas justement la norme 13201. Après, on n'a pas forcément les mêmes contraintes selon les catégories. Par exemple, l'éclairage sportif, il y a finalement juste une contrainte un peu plutôt temporelle, et l'idée qui est plutôt logique, hein, d'éteindre quand c'est terminé, quand l'activité est terminée. Après, ce que la réglementation introduit aussi, c'est une évolution au niveau géographique, c'est-à-dire qu'il y a des territoires sur lesquels cette réglementation peut être beaucoup plus stricte, beaucoup plus restrictive, comme les PNR, les périmètres autour d'observatoires qui sont définis aussi dans cette réglementation, les cœurs de parcs nationaux, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. Donc globalement, on va définir dans cet arrêté des prescriptions temporelles, quand on doit éteindre, quand on doit allumer pour certaines catégories, des prescriptions techniques, des prescriptions liées à certains territoires, et puis en fonction des différents types d'installations. Et puis, il prévoit forcément, comme toute réglementation, une partie réglementaire, partie sanction, pardon. Et puis, juste pour information, il existe d'autres règlementations qui touchent un petit peu l'éclairage, la fameuse règle des 20 lux sur l'accessibilité. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Et donc, cette règle s'applique dans l'enceinte des ERP et des IOP où le maître d'ouvrage doit 20 lux moyens sur le parcours entre notamment la partie stationnement et l'entrée du bâtiment. Une règle qui fait un peu débat, on ne sait pas toujours où elle s'applique. Il est clair qu'elle ne s'applique pas sur la voirie et l'espace public, c'est vraiment au sein des ERP, des IOP. Et puis juste une information, donc les certificats d'économie d'énergie, donc c'est bien réglementaire. Il faut savoir qu'il existe une fiche de valorisation des C2E. Quand on change un luminaire, on peut valoriser financièrement via un C2E cette rénovation. Elle vient d'être rénovée au 1er janvier 2025, donc avec des critères beaucoup plus restrictifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la valorisation est quand même plus faible qu'elle n'était les années précédentes. Voilà, c'est parti. Merci Paul, merci Samuel. Donc, pour faire un peu le lien avec tout ce qui vient d'être dit, donc vous l'aurez compris, toutes ces informations, bon, il est nécessaire, alors le titre, il y a un petit jeu de mots volontaire, hein, donc il est nécessaire effectivement d'avoir une vision éclairée un peu sur ces parcs, je vais dire, d'éclairage. Donc c'est voilà, puisque la démarche en fait vient en tout cas s'inscrire complètement dans le constat qui est fait qu'il existe divers gestionnaires de l'éclairage public, hein, on a vu, donc aujourd'hui on est la preuve, vous êtes effectivement diverses structures à être connectées et être intéressées par cette démarche régionale. L'objectif étant, bien entendu, c'est de pouvoir centraliser, collecter, s'accorder autour effectivement d'un socle d'informations. Alors, je vais un petit peu étoffer les avantages aussi de tout ce travail que ça présente aussi pour vous, hein, l'intérêt que vous
trouverez. L'objectif étant de s'affranchir effectivement d'une grande hétérogénéité des données qui sont produites par justement avec des diversités d'informations. On voit qu'il y a, comme l'a dit Paul, énormément effectivement de normes et d'informations qui sont nécessairement attendues, que vous effectivement vous capitalisez au sein de vos différents, on va dire, structures, voilà. Donc, et ces éléments sont effectivement très complexes, notamment à des échelles effectivement plus larges, telles que la région, à réutiliser. Donc, sans revenir effectivement sur les aspects réglementaires, donc c'est aussi des informations qui sont nécessaires pour alimenter divers schémas d'éclairage locaux, comme il a été dit. C'est des éléments qui sont effectivement nécessaires pour les études d'aménagement et d'équipement. On a vu effectivement sur des centres aussi d'équipement public, notamment, et qui sont effectivement on va dire au cœur en tout cas qui est l'essence première de toutes ces études qu'on souhaite conduire sur la question de la trame noire et de la pollution lumineuse. Donc, comme l'a dit en préambule Julien Dario, responsable de l'unité connaissance du territoire, c'est tout un travail qui vient pleinement s'inscrire, en tout cas la plateforme accompagnera, alors là comme plateforme c'est un dispositif partenarial piloté par la région, l'État, l'INSEE-Ligem, donc on voit pas mal de services déconcentrés dans lesquels on fait tous partie et associés qui justement militent et participent à la politique, on va dire, régionale autour des données, de géodata, donc données géographiques, mais pas que, donc autour aussi de la valorisation de tous les aides de l'expertise, de tous les savoir-faire aussi qui sont développés dans différentes thématiques en région. L'objectif, c'est de monter, de valoriser tous ces travaux d'expertise, donc soit effectivement du portail DataSud, je vous en parlerai un peu plus, soit et aussi en incitant justement des initiatives comme celle-ci pour essayer de travailler et structurer toutes ces informations et les collecter pour justement établir des socles de référence régionaux. Donc, un petit point justement sur le fait que toutes ces informations d'éclairage public sont concernées justement par ces questions d'open data. Donc, pour rapidement revenir sur ces aspects-là. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, donc ces données, en tout cas toutes données publiques ou à destination de l'action publique, sont concernées justement par la loi donc une république numérique ou dite loi Le Maire, qui privilégie l'open data. Mais qui dit open data, donc dit effectivement l'opportunité d'ouvrir et de rendre plus accessibles ces informations auprès des différentes collectivités, auprès de différents acteurs publics sous différentes formes. Donc ça peut être effectivement de la donnée brute, mais aussi derrière des services d'accès, de garantir donc justement la transparence et l'image des collectivités, et aussi de faciliter la connexion, en tout cas entre les usagers et la collectivité, et bien entendu de permettre la réutilisation, la mutualisation de ces informations pour éviter justement de refaire ce qui existe déjà, effectivement qu'il y ait des doublons, et de pouvoir harmoniser toutes ces informations à des fins économiques, sociales, sanitaires et environnementales, dernière thématique dans laquelle effectivement on se trouve aujourd'hui. Donc donc rapidement sans rentrer dans des détails que je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc en fait, ces données de l'éclairage public ne couvrent pas vraiment, et pour beaucoup d'entre vous, dans des collectivités notamment qui dépassaient les plus de 3500 habitants, toutes les données électroniques doivent effectivement être publiées sur des sites, on va dire, institutionnels. Donc c'est d'où effectivement la proposition de ce portail régional qui est DataSud. Et le principe de l'open data, c'est attention, là où je veux rassurer les esprits, c'est que, bien entendu, il ne faut pas mélanger ouverture et insécurité. L'objectif de l'open data, c'est effectivement qu'il y ait un cadre dans la diffusion de ces données. Donc, un cadre déjà dans la constitution de ces données. L'objectif, c'est bien entendu de produire et de mettre à disposition des données qui soient complètes, qui soient qualifiées, qui soient maintenues dans le temps, référencées avec des fiches de métadonnées, mais aussi l'accompagner aussi avec derrière toutes les recommandations techniques sur l'usage qui peut en être fait ou pas. Et aussi, il y a des questions de licence, alors sans rentrer dans des détails, donc une licence n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez peut-être pas obligé d'apposer une licence, néanmoins, ça vient effectivement derrière protéger la réutilisation qui peut être faite de cette donnée, puisque certaines de ces licences sont contaminantes, notamment la licence ODBL. Ça vous a l'avantage aussi de pouvoir bénéficier aussi de tous les travaux qui sont derrière réalisés à partir des informations que vous publiez. Donc tout ça pour dire que cette open data, finalement, c'est un véhicule intéressant qui est un vecteur de connaissances, d'innovation, et qui vient justement renforcer toutes ces actions publiques, donc qui sont celles effectivement que conduit la région, le CEREMA, mais aussi les vôtres.
Donc voilà, donc pour peut-être voilà, donc après sur le dernier point, donc des produits dérivés, voilà. Donc pour dire aussi que voilà, ce que je disais en préambule, c'est que les données produites par le privé, mais à destination effectivement de l'action publique, pour le public sont aussi concernées par ces questions d'open data. Donc c'est aussi une nécessité, ça c'est quelque chose qui est intéressant, vous collectivités, à bien mettre en avant dans les différents cahiers des charges que vous pourriez élaborer. Alors, les avantages, je pense que la plupart d'entre vous sont effectivement... donc, c'est un peu les préambules un peu de ce groupe de travail, pourquoi on a aussi trouvé important et intéressant de pouvoir profiter de cette opportunité d'élaborer cette action autour de la trame noire, de vraiment travailler avec un consortium d'acteurs, déjà parce que vous disposez de cette connaissance, vous êtes les mieux placés, vous êtes les experts, c'est vous qui êtes sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, l'objectif, c'est d'homogénéiser, de vous aider peut-être à structurer un petit peu mieux vos informations. Alors, on sait qu'il existe un standard national, mais ce standard aussi, voilà, qui peut le plus, peut le moins. L'objectif, c'est de le rendre le plus opérationnel possible, de peut-être voir aussi qu'est-ce qui est réalisable, maintenable dans le temps, donc tout ce travail aussi, et de voir un socle de minimum, voilà, d'informations qui soit minimum pour les collectivités qui sont aussi non dotées, puisque voilà, vous le saurez, peut-être certains d'entre vous, on l'a bien vu en préambule, certains ont la compétence, certains gèrent en régie ou pas ces informations, gèrent eux-mêmes ou pas d'ailleurs leur parc d'éclairage. Donc on voit qu'il y a effectivement un foisonnement, on va dire, d'acteurs, derrière de prise en charge, on va dire, de toutes ces informations qui est très, très divers. Et l'objectif, c'est donc, d'une part, de structurer quelque chose qui, effectivement, dans lequel tout le monde peut, effectivement, d'une part, alimenter ou apporter un minimum d'informations à partir d'un socle qu'on définira tous ensemble, et d'autre part, aussi, de faire en sorte que derrière, il y ait un côté opérationnel à ces données et qu'elles soient aussi maintenables et qu'il y ait une pérennité. Donc ça, c'est hyper important de mettre. Donc c'est l'avantage aussi de travailler sur la structuration de ce socle commun. C'est l'avantage aussi de faire ça tous ensemble, la capacité en fait de mutualiser nos efforts et nos compétences et nos connaissances autour de cette action collective. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui et c'est la réunion de préfiguration. L'objectif effectivement, c'est de tous vous associer pour justement opérateurs, usagers, experts en région et de s'accorder justement sur des recommandations techniques dérivées du standard national qui vous sera présenté par ailleurs et bien entendu en intégrant et en s'appuyant également sur les informations sur ce qui existe déjà à l'échelle des territoires et donc voilà, auprès de vos différents services. Donc, si tu veux passer sur les dernières diapos. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on a déjà finalement des territoires qui ont déjà joué le jeu, comme je le disais tout à l'heure, donc au démarrage de ma présentation. Donc, on a effectivement le portail DataSud qui se veut être votre catalogue, qui est le carrefour un peu régional de la donnée. Ce catalogue, alors il y a ma collègue Pauline Asselin, si vous avez des questions, si certains ne le connaissent pas, on est tout à fait à votre écoute pour vous le présenter. Alors c'est un peu petit, mais on sait qu'il y a les parcs qui ont justement publié leurs données d'éclairage. Alors l'avantage, c'est qu'on vous aide à les qualifier, à les référencer. Quand vous cataloguez des données, l'objectif aussi, c'est de préciser quelles sont les échelles d'utilisation, mais aussi c'est limites d'utilisation. C'est-à-dire que ça vous protège aussi dans la réutilisation qui est faite de la donnée que vous publiez. Et donc, on a pas mal, effectivement, de grandes collectivités qui ont leur propre catalogue. Donc, soit on va moissonner, c'est-à-dire on va se brancher sur les catalogues existants, il y a juste en référence le fait qu'il existe une donnée chez vous. Et après, derrière, on peut aussi développer des API, des services d'accès, ce qui facilite aussi derrière les mises à jour. C'est-à-dire quand la donnée est mise à jour, les gens, quand ils ont accès à l'API, quand ils téléchargent ou ils se connectent finalement à ce flux, et bien, automatiquement, la donnée qui s'affiche sur leur écran est la donnée mise à jour. Voilà, donc ça évite effectivement derrière, c'est une question aussi d'optimisation de l'archivage, d'optimisation de la mise à jour de toutes ces informations. Donc c'est un portail qui est vraiment voilà, pour nous, qui est notre outil de travail. L'objectif, alors je vois qu'il y a une question dans la salle, je vous laisserai prendre la parole. Voilà, donc en quelques chiffres, voilà, je voulais être très très rapide pour vous sensibiliser au fait que toute cette démarche, l'objectif, on va la faire avec vous. L'objectif étant voilà, de s'accorder sur un minimum d'informations, avant tout sur des guides de recommandations. Et je ne vais pas après aller au-delà de l'objectif de ce travail qui sera appelé par Nadège, mais et de mettre à votre disposition aussi tous les outils techniques qui vous permettront pour aussi en tout cas de maintenir plus facilement toutes ces informations. Ça ne remplace pas, bien entendu, effectivement, vos propres outils. L'objectif, voilà. Je vais prendre la question. On prend la question, oui. Bonjour, Bernard Vignal.
Bonjour. Service éclairage public Métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, je réagis sur la dernière slide, là, où effectivement, Oui. vous semblez avoir des accès sur Marseille, Oui. sur un éclairage 2023. Donc, effectivement, en 2023, la ville de Marseille était compétente. Elle ne l'est plus aujourd'hui. Donc, voilà, les données, il faut aussi faire attention à ça sur les compétences des différentes aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est la métropole qui est compétente et donc les données seront à donner par la métropole et pas par la ville de Marseille. Même si, effectivement, Marseille avait développé un open data qui était assez ouvert à l'époque, mais voilà, on travaille avec la métropole et les services informatiques. Monsieur Lehors est avec nous aujourd'hui pour avoir les mêmes données qui soient accessibles sur l'open data métropolitain. Voilà, c'était tout. Tout à fait, c'est déjà des échanges qu'on a avec vous au niveau de la métropole et de vos services. Donc, après ces données, voilà, donc pour dire aussi que chaque collectivité est administratrice, on va dire, de son compte, mais c'est une information effectivement qui est importante après, voilà, à prendre en compte. Donc, il faudra qu'on se rapproche de la personne qui a publié les données pour avoir son autorisation de les dépublier. Tout à fait. Merci. Merci. Pardon, je me permets, si Pauline Asselin, d'intervenir. En effet, les données qui ont été ouvertes en 2016 et 2023 par la ville de Marseille, l'ont été dans le cadre de leurs compétences. Si à l'avenir, c'est la métropole qui assure cette compétence, sachez que le portail Data Métropole est également indexé. Les données qui sont diffusées et à vocation d'être partagées et ouvertes sur le portail Data Métropole remontent sur DataSud. Et du coup, cela ne signifie pas que les données qui ont été ouvertes à un instant T doivent être dépubliées. Il faut simplement informer dans le descriptif que celles-ci ne seront pas maintenues ni actualisées. Voilà, c'était juste un petit point de précision. Très bien. Merci, Pauline. Merci pour la précision. Alors, moi, je peux parler rapidement. La suite. Oui. Ouais. Donc, déjà, je m'excuse. En fait, je reprends cette partie-là qui aurait dû être présentée par un collègue qui est souffrant malheureusement. Donc, je serai peut-être un peu moins bon que lui. Je m'en excuse par avance. Et notamment, on aurait dû vous présenter une petite carte là que je n'ai pas pu faire dans l'intervalle. En fait, on a profité du questionnaire, de la diffusion du questionnaire pour vous interroger sur le fait que vous disposiez déjà de bases de données d'éclairage public. Et certains d'entre vous nous ont déjà transmises par ailleurs à cette occasion-là. Donc, ce qu'on a pu voir déjà, qu'on savait déjà par notamment les travaux de longue date de Paul avec un certain nombre d'entre vous, acteurs de l'éclairage, c'est que on a plusieurs gestionnaires de grands parcs d'éclairage qui disposent d'une base de données. On pense notamment aux métropoles et aux syndicats d'électricité départementaux. Également, les parcs naturels régionaux contribuent à la connaissance du patrimoine d'éclairage, puisqu'il y a un certain nombre de PNR qui sont engagés de longue date sur cette thématique de la sobriété énergétique et de la pollution lumineuse, et donc qui ont réalisé ou collationné des données existantes d'éclairage public des communes qui constituent leur territoire. On a également une réserve de ciel étoilé établie à Alpes-Azur-Mercantour, à cheval sur la communauté d'agglo Alpes d'Azur, le PNR Pré-Alpes d'Azur et le Parc national Mercantour, qui a dû faire un travail d'inventaire qui est nécessaire pour la labellisation du parc d'éclairage du territoire sur lequel elle demandait cette labellisation. Et on a également un territoire en projet de réserve de ciel étoilé en Haute-Provence, notamment sur le territoire de Provence-Alpes Agglomération. Je vois qu'il y a Clément qui est là, qui pourra peut-être compléter. Et donc, il y a également un travail d'inventaire qui est réalisé sur ce territoire-là. On a, ça a déjà été dit tout à l'heure, certaines données qui sont déjà disponibles en open source avec des communes comme Antibes, Marseille, des communautés d'agglomération comme la communauté de communes du Pays d'Orange en Provence et puis certains PNR également, Luberon, Pré-Alpes d'Azur. J'en oublie sûrement, n'hésitez pas à compléter si j'en oublie. Et le constat qu'on peut faire en regardant ces différentes sources de données, c'est que on a une grande hétérogénéité de formes. Chacun développe un outil en fonction de ses besoins, de ses compétences, de ses moyens aussi. Et on retrouve quand même néanmoins un grand nombre, quelques champs qui sont en général proches et récurrents, et notamment le type de source, est-ce qu'on est sur de la lampe à décharge ou de la LED par exemple, la puissance en watts, les coordonnées du point lumineux, voilà, c'est les trois données les plus communes qu'on retrouve dans la plupart des bases qui nous ont été communiquées. Voilà.
Et donc, si on passe à la diapo suivante. Ouais. Ah, si ça va bien. Non, ça ne va pas. La diapo suivante, c'était pour vous interroger sur... donc, pour répondre à cette problématique de grande hétérogénéité de forme et dans la perspective de s'inscrire dans une logique d'abord régionale puis nationale, on propose donc de travailler sur la base d'un standard qui a été établi il y a 2 ans, qui s'appelle ECLEX pour éclairage extérieur. C'est un standard qui est déposé au CNIJ et qui propose de décrire un certain nombre de champs descriptifs de l'installation d'éclairage pour qu'elle puisse servir à un certain nombre de cas d'usage qu'on pourra décrire par la suite. Et donc là, il y a un petit sondage. Normalement, il y avait un sondage, mais comme vous n'y avez pas tous accès, on va trouver un plan B. Donc, dans le chat, je vais vous poser la question si vous le connaissez ou pas. Et on va faire à l'ancienne, petit pouce en l'air, si jamais vous le connaissez. Comme ça va permettre... Donc, il faudra réagir à la question. Exactement, c'est ça. De Nadège. La question écrite. Désolée, du coup, on s'adapte. Pouvez-vous réagir à la question de Nadège par un petit pouce levé ou un petit pouce baissé, selon que vous connaissez ce standard? Ouais, 2. Il y en a plus qui ne le connaissent pas. Alors, si vous pouvez réagir directement sur la question de Nadège, ça sera plus facile pour compter. Ouais. Dans le chat, vous pouvez réagir directement sur ces questions. Ok, donc la majorité ne le connaissent pas. Double pouce. Ils les connaissent très bien, apparemment. Voilà, donc la proposition de se baser sur ce standard, c'est qu'en fait, il y a, tout à l'heure, Paul vous a parlé de la stratégie nationale de biodiversité et une des ambitions du ministère de l'écologie, c'est de mettre en place une base de données nationale de l'éclairage public. Aujourd'hui, on a une vision assez vague, assez imprécise du nombre de points lumineux d'éclairage public qui sont présents en France. On estime qu'on en a environ 12 millions, mais on a une marge de plus ou moins 10% sur cette donnée-là. Et c'est vrai que ça serait extrêmement intéressant de se rendre compte du nombre réel, notamment tous les travaux d'évaluation de pollution lumineuse. Et puis la question qui est sous-tendue aussi là-dedans, c'est, ça a été rapidement évoqué tout à l'heure, c'est quelle est la proportion de contribution de l'éclairage public et de l'éclairage privé au phénomène de pollution lumineuse. On a mené un certain nombre de travaux au niveau du CEREMA avec certains territoires dans lesquels on a des chiffres qui évoluent. Il y a d'autres organismes qui ont fait des recherches de ce type-là. Et en gros, la contribution relative de l'éclairage public à la pollution lumineuse varie entre une vingtaine de pourcents seulement pour l'éclairage public dans la ville de Tucson aux États-Unis. Et les exemples qu'on a, nous, localement, on est plutôt en général sur 50% environ à l'échelle d'une métropole. Voilà, donc en fait, c'est extrêmement important d'avoir ces données-là en tête parce que ça veut dire que être très performant sur la rénovation de l'éclairage public de voirie ne suffira pas à régler la problématique de la pollution lumineuse. Et ça implique de trouver des leviers pour agir également sur l'éclairage privé. Et donc, ce standard ECLEX, ça permet à la fois de quantifier le nombre de points lumineux. Ça avance plus vite que moi, en fait. Pardon. Ça permet de quantifier le nombre de points lumineux, mais c'est aussi un standard qui a été pensé pour pouvoir être utilisé aussi par les acteurs privés. Et donc, l'objectif de ce standard, c'est de permettre une homogénéisation de la connaissance du parc d'éclairage extérieur et d'avoir une vision d'ensemble, donc comme je vous le disais, à la fois public et privé. Il s'est largement construit autour du squelette de l'arrêté ministériel de 2018 qui vous a été présenté par Paul tout à l'heure, puisqu'il se base sur un certain nombre de critères qui sont décrits dans cet arrêté. Et les usages de ce standard, c'est à la fois d'améliorer la connaissance du parc, de permettre aussi un suivi énergétique, puisqu'on a des données énergétiques là-dedans, de faciliter la maintenance pour les opérateurs gestionnaires d'éclairage public, notamment quand on a des changements de prestataires, d'équipes, etc. C'est d'avoir une traçabilité dans le temps du parc d'éclairage.
Ça permet également de faciliter le croisement avec des enjeux biodiversité dans les démarches de trame noire, qui est une des raisons qui justifie le partenariat entre la région et le CEREMA. Et puis, ça peut également, évidemment, servir à l'élaboration de plans lumière, donc de stratégies d'éclairage à l'échelle de différentes échelles de territoire. Alors, je vais essayer de passer à la suivante. Oui, ça fonctionne. Voilà. Donc, ce standard ECLEXT, pour ceux parmi vous qui ne le connaissent pas, c'est un standard qui s'intéresse à 4 catégories principales d'objets. Une classe principale qui décrit le point lumineux. Je reviendrai après plus dans le détail, mais en gros, ça donne les grandes caractéristiques de la source lumineuse et du luminaire. Et puis après, on a des classes auxiliaires qui décrivent comment ces points lumineux fonctionnent, en proposant notamment un profil nocturne qui va définir les heures d'allumage et d'extinction du point lumineux, et puis des plages de variation. Plage de variation, est-ce qu'on a une réduction de puissance en cours de nuit ou une modification de la température de couleur? Est-ce qu'on a plusieurs plages dans la nuit, etc. Et donc, on a une fusion de ces deux profils, nocturne et profil variation, qui s'appelle profil contient plage. C'est un peu technique, mais voilà, c'est juste pour dire qu'on fait des liaisons entre les champs. Donc, ça passe à la diapo suivante. Donc, ça réagisse. Non. Si, ça prend du temps. Voilà, donc par exemple, je ne vais pas aller dans le détail de chaque caractéristique, mais les caractéristiques des points lumineux qui figurent dans le standard ECLEXT, il y a notamment des caractéristiques de géométrie, donc la position XY dans l'espace en 2D du point lumineux, la hauteur de feu. Après, le statut du point lumineux, est-ce qu'il est en service? Est-ce qu'il est hors service? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que voilà, on peut avoir dès le stade projet un fichier SIG qui nous définit la localisation future des points lumineux dans une extension urbaine, par exemple? Est-ce que c'est de l'éclairage public ou pas? Quel est l'usage? Donc là, l'usage renvoie aux différentes catégories de l'arrêté ministériel de 2018. Est-ce que c'est un point lumineux qui a pour vocation d'assurer la sécurité et le confort des usagers dans leurs déplacements? Est-ce que c'est de la mise en valeur de patrimoine? Est-ce que c'est de l'éclairage sportif? Est-ce que c'est un panneau publicitaire, etc. Après, le type de source, est-ce qu'on est sur de la LED, sur de la sodium haute pression, sur de l'halogénium métallique, etc. Après, quelle est la structure qui porte ce luminaire? Est-ce qu'on est sur un mât? Est-ce qu'on est sur une borne? Est-ce qu'on est sur une applique murale? Après, des informations sur le fabricant et le modèle de luminaire. Après, des paramètres techniques de la source lumineuse qui est installée. Quelle est sa puissance? Quelle est la quantité de flux nominal? Le flux de la source, on doit distinguer du flux sortant du luminaire. Quelle est la température de couleur? Quel est l'ULR, donc le critère qui définit la quantité de lumière qui est émise au-dessus de l'horizon? Donc l'ULR nominal, c'est-à-dire la donnée fournie par le fabricant, et puis l'ULR installé, parce qu'on peut avoir un angle d'inclinaison qui a été mis en œuvre pour répondre aux besoins du projet, et donc qui peut produire un ULR différent. Quelle est la photométrie? Donc là, c'est la manière dont la lumière va être diffusée dans l'espace. Quelle est l'inclinaison de la tête de luminaire? Quel est son code flux CE3, qui est également un critère prévu par l'arrêté de 2018? Je pourrais revenir là-dessus si vous avez des questions, évidemment. Et puis après, un certain nombre d'informations de date. À quel moment le point lumineux a été installé? À quel moment il a été mis en service? À quel moment il a été mis hors service éventuellement? Ces informations sur luminaire hors service sont intéressantes, notamment quand une stratégie d'éclairage prévoit la suppression de points lumineux. On a parfois des points lumineux qui sont l'héritage d'une époque où un secteur était très actif et ne l'est plus, ou bien est renaturé, etc. Et dans des stratégies de ce type-là, il y a des communes, notamment en Provence, qui ont supprimé jusqu'à un tiers de leurs points lumineux, parce que les technologies actuelles permettaient de rendre une qualité de service très correcte pour les habitants, tout en réduisant le nombre de sources et donc réduisant aussi la maintenance, etc. C'est pour ça qu'on a ces critères de points lumineux hors service dans le standard ECLEXT. Et on a également les paramètres de gestion qui s'appliquent aux points lumineux. Est-ce qu'on a des extinctions, une ou des extinctions qui sont appliquées? Est-ce que le point lumineux est adaptable? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des dispositifs de détection de présence ou est-ce qu'on a de la gradation qui peut évoluer dans le temps? Voilà, on peut avoir des scénarios journaliers, hebdomadaires, mensuels, saisonniers, etc. Donc, toutes ces informations-là peuvent rentrer dans le standard ECLEXT. Alors, j'essaie de passer à la diapo suivante. Voilà.
Donc le standard Eclext propose deux statuts essentiels aux différents champs. C'est est-ce que la donnée est obligatoire ou est-ce qu'elle est facultative? Et nous, dans la réflexion qu'on va mener dans le cadre de ce groupe de travail, on pourra se baser déjà là-dessus. Donc l'idéal, évidemment, ça serait de conserver au moins les champs obligatoires du standard Eclext pour que, dans la perspective d'une future base de données nationale, la totalité des champs obligatoires soit déjà renseignée. Après, on pourrait éventuellement avoir l'envie ou pas de rajouter d'autres champs obligatoires. Il y a peut-être des champs qui ne figurent pas dans Eclext et qui vous intéressent, vous, que ça soit gestionnaire d'éclairage public ou gestionnaire d'espace naturel. Voilà, on peut imaginer des champs qui ne figurent pas dans Eclext et qu'on voudrait rajouter. Et donc, ça sera des discussions qu'on aura au cours des 3 groupes de travail qui vont venir dans nos territoires pour s'intéresser à chacun des champs du standard Eclext pour discuter. Voilà. Il y a d'autres critères qui nous semblent intéressants. Est-ce que la donnée est facile à récupérer? On aura évidemment plus de facilité à récupérer la plupart de ces champs sur des installations récentes avec des données fabricants très précises que sur de l'historique. Quand on a des luminaires sodium ou vapeur de mercure qui ont 30 ans, évidemment, on aura beaucoup plus de difficultés pour décrire un certain nombre de critères. Et puis, l'autre question qu'on pourra se poser pour évaluer l'intérêt de travailler plus ou moins, de rendre obligatoire, par exemple, une autre donnée, c'est est-ce que la donnée est vraiment intéressante pour nos besoins opérationnels croisés, sachant que dans le groupe présent aujourd'hui, on a à la fois donc des personnes dont le métier, c'est l'éclairage, l'éclairage, la mise en œuvre du service d'éclairage public, et puis il y en a d'autres où on a une approche plutôt de réduction des nuisances lumineuses, etc. Évidemment, l'intérêt des uns et des autres ne sera pas les mêmes pour chacun de ces critères, donc ça sera de trouver les bons compromis pour chacun de ces différents critères. Alors, j'essaie de passer à la suivante. Voilà, donc après, on a les sujets de gestion temporelle de l'éclairage. Je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, donc finalement, il n'y a pas besoin de revenir sur cette diapo-là, mais c'est juste pour dire qu'on considère à la fois qu'on peut avoir des heures d'allumage et d'extinction, et puis des dispositifs qui rendent le point luminaire adaptable. Et puis, on a aussi, j'ai en tête une commune du 05 qui a des scénarios assez poussés. C'est une station de ski, et donc elle a des horaires d'allumage, d'extinction, de gradation qui varient selon qu'on est en période touristique hivernale ou pas, selon qu'on est en vacances scolaires ou pas. Je crois qu'il y a 5 scénarios dans l'année différents, avec des horaires d'abaissement qui diffèrent, donc selon ces périodes-là. Et donc le standard permet de rentrer dans cette granulométrie, de cette finesse de description du fonctionnement du parc d'éclairage. Donc les intérêts du standard, on en a déjà parlé tout à l'heure, ça permet d'améliorer la connaissance du parc, d'harmoniser les données. Donc nous, à l'échelle régionale, dans un premier temps, si on se cale sur ce standard Eclext, puis plus tard à l'échelle nationale, ça permet également de répondre aux exigences réglementaires. Ça, c'est quand même un point qui me semble important. L'arrêté ministériel rappelle que le gestionnaire de l'installation d'éclairage public doit être en mesure de préciser les caractéristiques des points lumineux de son parc, notamment pour toutes les installations qui ont été installées après le 1er janvier 2020, le gestionnaire doit pouvoir être en mesure de décrire l'ULR, le code flux CIE3, la quantité de flux, la puissance, etc. Il y a tout un tas de critères qui doivent être mis à disposition de l'organisme de contrôle. Donc, en l'occurrence, pour l'éclairage public, ça va être l'État, la préfecture. Et donc, cette base de données pourrait être une bonne manière de répondre à cette obligation de manière automatisée quelque part. Et puis également, évidemment, ça facilitera les études scientifiques. Il y a un certain nombre de territoires qui portent des initiatives locales de tram noir, par exemple. Clairement, disposer de cette donnée-là leur permettra de manière beaucoup plus facile et comparable avec d'autres territoires de réaliser des études d'impact de la pollution lumineuse sur leur biodiversité locale. Voilà, donc moi j'en ai terminé sur la présentation du standard Eclext et de nos intentions. Et donc maintenant, la parole est à vous. Si jamais du coup vous avez des retours d'expérience peut-être que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc il y a Thibault là qui nous fait 2 suggestions dans le chat. Rajouter un champ optionnel autre dans lequel on peut inclure ce qu'on veut. Alors, la plupart des champs Eclext contiennent un champ autre.
parce que justement, on est bien conscient que un standard est établi à un moment donné et qu'aujourd'hui, la technologie majoritaire, c'est la LED. Peut-être que dans 10 ans, ça sera autre chose. Donc, il faudra faire évoluer les standards, mais en attendant, on a des champs qui permettent ça. Mais effectivement, ta suggestion, c'est peut-être qu'il y a un champ complet qui n'existe pas à créer. Et effectivement, ta deuxième suggestion de se baser sur le cahier des charges du label Ville et Village étoilé, qui est un label auquel candidate un certain nombre de communes ou de territoires. Effectivement, on pourrait reprendre les critères de ce label pour permettre à des communes d'alimenter dans le futur standard régional les éléments qui leur permettront de construire leur candidature. Effectivement. Il y a Bernard Vignal qui voulait prendre la parole. Oui. Bonjour, juste une petite chose. Donc, On ne l'entend pas. On ne vous entend pas. Le micro est derrière votre tête. Ouais, voilà. c'est bon, ouais, j'avais relevé. Ça va mieux là? Oui, parfait. Juste une petite chose, donc effectivement, on était au courant et effectivement, c'est des choses qu'on ne connaissait pas trop, le répertoire des différentes choses qu'il faut et qui sont effectivement liées beaucoup à l'arrêté de 2018 et aux impératifs liés aux problèmes de pollution lumineuse. Donc, c'est des choses qui sont aujourd'hui pas forcément intégrées à nos bases de données. Par contre, nos bases de données comprennent beaucoup d'autres choses que ça, quoi. Voilà, je veux dire, globalement, nous, on est sur une gestion technique du réseau et effectivement, nos bases de données sont beaucoup plus complètes en termes de… il peut y avoir quelle échelle il faut pour aller dépanner un point lumineux. Il peut y avoir tout un tas de données qui ne sont pas dans ce truc-là. Donc, on est par exemple sur… Alors, je parle de ça sur certaines communes. La commune de Marseille, où on a effectivement une base de données depuis des années, est beaucoup plus complète que ça. Alors, je ne sais pas si il faut qu'on fasse remonter uniquement les données qui sont nécessaires à cette base ou si il faut faire remonter l'ensemble des données de notre base de données. Voilà, je ne sais pas trop comment les choses peuvent se faire. Je ne sais même pas si techniquement, on a la possibilité de faire remonter que certaines données de la base de données. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme remarque. Voilà. Je pense qu'en termes d'export, on peut un peu décider des gens qu'on exporte. Alors, le standard Eclex est déjà très fourni et effectivement, il ne répond pas à la totalité des besoins du gestionnaire d'éclairage, puisqu'il y a un autre standard de la FNCCR qui a vocation notamment à se concentrer plus sur les réseaux, qui s'appelle StarElec. Et les deux standards ont été développés en parallèle pour permettre justement une interopérabilité entre les deux. Il y a des champs communs, notamment entre les deux champs. Après, c'est sûr, c'est qu'au niveau des groupes de travail qu'on va réaliser, on a intérêt, je pense, à faire remonter dans le futur standard régional les champs qui réunissent un maximum d'acteurs. La question pourra se poser sur les autres champs, parce que le but, c'est pas de vous faire perdre de la donnée. En fait, je pense qu'il y a des acteurs qui pourront substituer il y a des acteurs qui ne disposent pas aujourd'hui de base de données. Oui. Voilà. Donc pour eux, la question ne se posera pas. Ça sera un outil qu'ils pourront utiliser sans avoir à sacrifier quoi que ce soit. Il y en a peut-être qui voudront évoluer vers ce type de standard parce que finalement, ils y retrouveront leur compte. Et le cas que vous citez de Marseille, où il y a plein d'autres données qui vous intéressent en tant que gestionnaire au quotidien, mais qui peuvent ne pas intéresser des petites communes qui délèguent ça à un acteur privé, enfin, je sais pas. Enfin, c'est du cas par cas, ça sera des éléments dont il faudra débattre. L'objectif d'un standard, c'est d'être le plus petit dénominateur commun, en fait. Donc, c'est vraiment que la majorité des informations qui sont essentielles pour justement autour de l'éclairage public et notamment en lien avec les principaux besoins et en lien notamment avec la démarche régionale autour de la pollution lumineuse, c'est effectivement, il va falloir s'accorder parce qu'il y a des questions effectivement même de champs qui vont être à peu près équivalents mais qui ne vont pas contenir la même valeur. Donc c'est tout un travail d'harmonisation de temps effectivement sur le choix, on va dire un peu des postes socles, alors inspiré effectivement du standard national, mais aussi de vos propres champs attributaires. Et après, il y aura une question aussi de l'harmonisation des informations que vous avez à l'intérieur. Ça n'entérine pas du tout derrière aussi le fait que vous ayez des données beaucoup plus détaillées pour vos propres besoins. Voilà. C'est juste en fait, on va dire, le squelette qui permet la ramification un peu avec l'ensemble des données pour homogénéiser et aussi permettre, comme tu le disais Samuel,
aux structures qui n'ont pas l'ingénierie, qui ne sont pas lancées ou qui n'ont pas de données organisées, on va dire, de pouvoir aussi facilement, en fait, il faut qu'ils soient facilement administrables. Voilà, il ne faut pas faire quelque chose qui soit trop une usine à gaz, et d'où le fait qu'on ne peut pas le faire sans vous solliciter, vous concerter. Voilà. Et il y a un autre point qui est important, pour une grande commune comme Marseille qui dispose de moyens d'ingénierie, on peut imaginer une moulinette de transfert de la base de données marseillaise vers Eclex. Si votre base de données marseillaise, si la base de données marseillaise est stable dans le temps, la moulinette et que le standard régional décliné depuis Eclex est lui-même stable dans le temps, on a une moulinette, c'est un programme du code. Et en fait, on peut avoir un export tous les ans où on n'exporte que les champs qui ont vocation à alimenter ce standard régional. Et en gros, il n'y a pas deux standards, il n'y a pas deux bases de données à remplir. C'est-à-dire que la commune de Marseille continue à alimenter, ou la métropole continue à alimenter sa base de données métropolitaine. Et depuis cette base-là, d'ailleurs, je pense que la question va se poser, parce que si la base marseillaise est plus complète que la base métropolitaine, vous allez avoir la même question à vous poser de quels sont les champs qu'on garde dans la base métropolitaine. Mais voilà. C'est toute la question, effectivement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, sur les 23 communes qu'on a, on a Marseille, effectivement, qui fonctionnait comme ça. On a des bases de données dans les autres communes et il y avait des communes qui n'avaient pas de base de données. On est en train d'en mettre dans chaque commune. Donc, chaque commune aura des bases de données, mais avec effectivement des données qui, à chaque fois, sont aujourd'hui pas, disons, uniformisées sur l'ensemble du territoire. On va y travailler. Mais donc, dans l'idée, moi, la question que je posais, c'était effectivement, vous n'avez besoin, vous, dans le cadre de cette base de données régionale, que des données qui sont Eclex. C'est ça. Pour vous, c'est ça. Non, l'idée, c'est plutôt qu'il faut que ce standard réponde aux besoins des acteurs du territoire. Après, côté CEREMA, en tout cas, clairement, ça serait vraiment bien qu'on ait au moins les champs obligatoires d'Eclex dans une perspective de pouvoir reverser ces données plus tard dans la future base de données nationale, avec cette volonté d'avoir une vision globale du nombre de points lumineux publics, etc., etc. Je pense que ça serait dommage de démultiplier les démarches et qu'à la fin, les outils ne communiquent pas entre eux. Mais après, c'est la raison pour laquelle 3 groupes de travail interdépartementaux vont être organisés, c'est que ce standard-là vous soit utile, vous permette de communiquer entre vous permette de faciliter le travail. C'est sûr que ça facilitera plus le travail pour ceux qui partent de zéro que ceux qui ont déjà des bases, mais pour ceux qui ont déjà des bases, le but c'est qu'on trouve des solutions pour récupérer facilement vos données de manière indolore, le plus indolore possible en tout cas, et que vous puissiez continuer à travailler avec vos spécificités, mais qu'en même temps ça puisse alimenter le portail DataSud, etc., et que ça permette, voilà, il y a aussi, je pense, le partage de ces données-là aura beaucoup de vertus, y compris sur des questions de marché, ce genre de choses. Ça peut donner des infos utiles pour des territoires voisins. Et en parlant de partage, on a une question de Dominique qui demande la part indicative des syndicats et des interpôts de PACA qui ont déjà versé leurs données. Pour l'instant, nous, on n'a pas commencé à récolter la donnée. On s'est renseigné sur qui avait la compétence, si c'était en interne ou en régie. Et cette question-là d'acquisition, ça va venir après des groupes de travaux qui vont avoir lieu et qu'on sera organisés. On a déjà des données. Au CEREMA, on a Paul qui a réalisé avec le SMET 13 en 2013. Oui, il y a plus de 10 ans. 2013, voilà, un inventaire d'un certain nombre de communes du territoire du département des Bouches-du-Rhône. Un certain nombre de ces communes ont mis à jour leurs données, donc on a déjà une vision un petit peu de tout ça. En fait, la première étape, ça sera de faire un peu un audit de toutes ces données, de voir justement d'une part leur fraîcheur aussi, voilà, leur format, leur contenu, les mettre effectivement un peu en corrélation avec ce que tu disais, Samuel, donc avec le standard national. Là aussi, il faut vous rassurer, j'ai de l'expérience sur les différents standards au niveau national. Un standard national, c'est un standard, ce n'est pas non plus quelque chose de vraiment, je ne vais pas dire ça obligatoire, mais c'est une normalisation, une homogénéisation, mais derrière, ces standards, ils ont une vie. Donc là, il y a une première version. L'objectif aussi, c'est, nous, l'avantage de faire ça aussi à l'échelle régionale, c'est de pouvoir aussi s'inspirer de travaux faits dans d'autres régions qui eux-mêmes ont ce soit approprié standard. Voilà, ça dépasse la simple échelle régionale. Et l'objectif, c'est de s'inspirer les uns les autres, c'est que ce soit une démarche un peu incitative. Et puis aussi, c'est que si ce standard, il s'avère qu'il est trop compliqué ou quoi, c'est aussi de faire remonter, nous, en tout cas à notre niveau, ces éléments, ces inquiétudes, ces complexités au niveau national. Voilà.
Donc c'est aussi tout l'intérêt, avant que peut-être ce standard devienne ou nous soit justement peut-être rendu obligatoire, ce qui est arrivé sur d'autres thématiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin de travailler et de structurer toute cette, de collecter toute cette matière avec vous et de la confronter justement par rapport à ce que tu disais, à vos besoins, avant tout. Et à ma connaissance, on est la première région à entamer cette démarche. Ouais. Donc, sinon, c'est des démarches un peu effectivement qui sont ponctuelles, menées un peu individuelles, ce qui est dommage en fait. À l'échelle communale, ou même des régions qui font les choses de leur côté toutes seules. Ouais. Mais sur Eclex, en tout cas, l'appropriation d'Eclex, c'est le souhait de construire une base de données qui tient compte notamment. Il est récent. Il est assez récent et effectivement, ça nous permet de le tester et de faire des retours aussi et de le faire évoluer éventuellement. Alors, si ça vous va, on devait avoir le témoignage en direct de Yann Bouloaden, donc, qui est chargé de mission au sein du parc du Mont Ventoux, qui malheureusement, pour des raisons personnelles, ne pourra pas être présent. Mais merci à lui, il s'est connecté avant la réunion et du coup, on a pu réaliser un enregistrement de son témoignage. Donc là, je vais quitter la présentation et si ça vous va, on va regarder ensemble du coup l'enregistrement qu'on a fait ce matin sur son retour d'expérience. Ben voilà, sur l'élaboration, vous allez le voir, de la tramway au niveau du parc. Donc, j'arrête le partage. Alors, ça va juste demander, c'est une petite question pour ouvrir un petit temps pour ouvrir la bonne fenêtre. On va mettre ces tests. S'excuse, hein, c'est une improvisation de dernière minute. Ouais, on est. Et ça sera toujours plus intéressant que ce soit lui qui vous présente ça que nous qui nous approprions dans l'urgence son support. Alors, normalement, ça devrait s'afficher. Je vais mettre en grand. Alors, on va faire un test pour le son. Parfait. Est-ce que vous l'entendez? Si je coupe le micro, ils n'auront pas le son de la vidéo. Donc, alors, c'est parti. Désolée pour l'adaptation un peu vers la minute. On va essayer de vous filer le son. C'est bizarre, hein? Je sais pas si c'est ça. Vous voulez... Ah oui, non, la présentation de base. Attendez, le micro est coupé? Le micro est coupé. Vous nous entendez quand on parle ou pas? Oui. Oui. Ok. Et vous n'entendez pas la présentation quand on appuie sur play? Je vous la remets. Non. Non, on n'entend rien. Non, Toujours pas rien de son. du tout. Non. À destination des acteurs privés. Et on verra un acteur qui peut être Alors là, on entend, mais avec un écho énorme. Les commerçants, les zones d'activité, les Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on coupe un des deux micros. T'as juste à couper ton micro là. Désolée, c'est de l'improvisation. Ouais. On coupe ton micro là, c'est tout. Ton micro. Il n'y aura pas le son, ils ne vont pas entendre. Est-ce que vous entendez?
Non, mais tu as coupé le son, pas ton micro. J'ai coupé le Coupe ton micro sur ce PC, mais laisse le son. Il est coupé, mon micro. Ouais. Ok. On vous enverra la vidéo de toute manière avec la captation vidéo, avec le compte rendu. Et donc, c'est vrai que ça a été capté juste avant le début de la réunion, donc on n'a pas pu faire les tests, étant donné que c'était pas prévu qu'il soit absent. On a fini à -2, donc Marie-Caroline. Oui, Marie-Caroline. je te disais, on aurait pu faire les sous-titres de la présentation de Yann, parce que dans ce qu'il montrait, il y a une partie des travaux qui ont été faits dans le cadre de l'Interpark Énergie. Donc, Tout à fait. je pense qu'entre Thibaut, Dominique et moi-même, on aurait pu. Si vous vous sentez, on peut faire ça. Oui, On mais peut si faire tu veux, ça, si tu veux, hein, on peut, mais peut-être la diapo, voilà, et puis on peut expliquer dans les grandes lignes un peu le retour d'expérience. Alors, je ne serai pas aussi exhaustive que le travail fait que la vidéo de Yann, mais on peut le présenter aux autres collègues qui ne sont pas des territoires de parc pour leur montrer en fait un peu les réflexions que nous partageons depuis 2018, notamment grâce au CERMA sur ces sujets-là. Marie-Caroline, je vais juste tenter une suggestion. Oui. De couper le micro de Surface Hub et de mettre le micro de... Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous avez entendu le son de la vidéo? Ah, parfait. Ils ont entendu ma voix. Désolé, on n'entend rien. Donc là, vous n'avez rien entendu? Plutôt. On entend, mais plus loin. Tu te sens faire la présentation? Allez. Allez, bon, alors, le micro. Ok. Il nous l'a fait tout à l'heure. Ouais, du coup, on est désolé, c'est vraiment de l'adaptation dernière minute ce matin. On va présenter le partage dans tous les cas. Du coup, nous, on a entendu. Donc, Samuel, il pourra... On va essayer de présenter au mieux. J'essaie de faire une petite trame et Marie-Caroline, Thibaut, Dominique et tous les membres de PNR, n'hésitez pas à compléter. Ouais. Voilà. C'est peut-être la partie où vous avez le plus à dire. Hein, ce que disait Yann tout à l'heure, c'est qu'en fait, il représente le parc du Ventoux, qui s'intéresse depuis peu de temps, puisque c'est le dernier parc qui a été créé à l'échelle régionale. Donc, ils ont entamé une mission de réflexion sur le sujet de la pollution lumineuse, mais il vient dans cette thématique après des initiatives portées par plusieurs autres parcs régionaux depuis de longue date pour certains d'entre eux. Et puis aussi une dynamique interparc qui se formalise au travers d'une association des parcs naturels régionaux, et notamment l'Interpark Énergie, qui s'est saisi de ce sujet de la pollution lumineuse et de la sobriété énergétique depuis un certain temps, avec la création d'un certain nombre de supports, notamment la création d'un document de sensibilisation à destination des élus et des techniciens, également un kit d'animation à destination des agents des parcs, pour justement pouvoir sensibiliser le public à la thématique de la pollution lumineuse, public grand public ou public professionnel. Et puis un travail en cours
sur un document de sensibilisation à destination des privés. On a insisté un peu tout à l'heure sur l'importance de s'attaquer également à la problématique de l'éclairage privé si on voulait avoir une approche globale sur la pollution lumineuse. Et donc un document en cours d'élaboration qui s'adresse notamment aux commerçants, aux zones d'activité et aux installations d'hôtellerie et de camping, qui sont trois catégories d'installations qu'on repère assez facilement sur images satellites, qui sont souvent des contributeurs non négligeables à la pollution lumineuse de certains territoires. Après, juste, je complète. En fait, on a également fait un guide de recommandation sur la partie éclairage public et la partie éclairage privé. Voilà, et qu'on avait fait relire par le CEREMA pour écrire des choses exactes, sur lequel on avait trois niveaux en fin de compte de recommandations en termes d'éclairage, un niveau notamment par rapport à l'arrêté du 27 décembre 2018, des recommandations qui étaient faites par les parcs pour aller un peu plus loin, et également les recommandations qui étaient faites dans le cadre de l'association Ville. Voilà, étoilé, j'arrive jamais à dire l'acronyme en seul temps. Et également par typologie d'espace, comment on éclaire une place, comment on éclaire une voirie, comment on éclaire un stade, ce qui permettait finalement, merci Thibaut, PCEN, mais voilà, d'avoir aussi différentes typologies. Et sur la base de ce guide dont vous n'avez pas le visuel dans la diapo préparée par Johan, cette année, on élabore en fin de compte 3 flyers. Donc un flyer en direction des commerçants, un flyer sur donc un 4 pages recto verso sur la question des zones d'activité, et un dernier sur tout ce qui est hôtellerie, hôtel et camping. Voilà, avec, je dirais, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, un rappel de ce que dit la loi, avec des petits croquis pour que ça soit plus explicite, et aussi un petit rappel réglementaire, notamment sur la partie, je dirais, amende, pour dire que finalement, il y a aussi une responsabilité à ne pas se conformer à la loi, et que maintenant, je dirais, il y a eu une légère augmentation, en fin de compte, des amendes qui peuvent être voilà, données, sous réserve qui est bien sûr un arrêté municipal, mais pour inciter aussi les sociopros à faire le job. Et on continue à travailler sur ces sujets-là, y compris aussi dans des temps aussi de relais d'information et de formation, webinaires, conférences, voilà, avec Envirobat BDM, Idealco, les étudiants de l'IMVT, et l'année prochaine, on réfléchit à une session avec l'Ordre des architectes pour aussi continuer à diffuser en direction des professionnels de l'aménagement ces bonnes pratiques, et bien mettre en avant aussi le lien avec les enjeux de biodiversité. Merci beaucoup. Alors, on va devoir accélérer un petit peu sur cette partie-là, parce que désolé, on a perdu du temps sur la mise en place. Ça a été présenté tout à l'heure, il y a parmi les PNR, il y en a 2 qui sont engagés dans des démarches, qui sont présentées dans cette présentation, mais c'est probablement pas exhaustif. Donc, notamment le parc naturel régional des Préalpes d'Azur, comme je l'ai dit, qui fait partie de la réserve internationale de ciel étoilé Alpes Azur Mercantour, qui a réalisé un inventaire des points lumineux sur 75 communes qui représentent un peu plus de 21 000 points lumineux, et qui utilise ce diagnostic pour accompagner les collectivités dans les rénovations de leurs installations pour tendre vers une réduction des nuisances lumineuses générées par ce parc. Voilà. Et puis le parc du Luberon qui accompagne également les collectivités dans la mise en œuvre de l'extinction partielle ou totale de leur parc d'éclairage public, avec en 2023 54, alors je ne sais pas si c'est une donnée 2023-2025, mais en tout cas 54 des 78 communes qui pratiquaient une extinction partielle voire totale. Et le parc qui apporte une aide technique pour la réalisation des travaux qui sont en partie cofinancés par des programmes de subvention de l'État. Voilà. Et puis également des démarches villes et villages étoilés qui sont portées par certains de ces territoires, soit de manière individuelle par des communes, soit par des territoires entiers.
et une labellisation qui vient d'être annoncée très récemment. Là, comment dire, l'année 2025 a été une année de renouvellement des labels. Et donc, en ce qui concerne le Mont Ventoux en particulier, bon, vous avez une projection du périmètre du parc sur la carte produite par l'Observatoire national de la biodiversité. C'est un indicateur de pollution lumineuse. Et donc, on voit que c'est un parc naturel régional qui se trouve dans un secteur relativement préservé, mais ce n'est pas les zones les plus sombres du territoire régional, et qui est bordé, comme c'est souvent le cas pour les territoires en projet de RIS, par une ville porte et des territoires portes beaucoup plus éclairés, beaucoup plus aménagés, notamment le territoire qui entoure Avignon. Voilà. On va passer là-dessus. Pardon. Voilà, et donc c'est un parc récent qui date de juillet 2020 et qui recouvre 37 communes pour 877 km² avec une partie de son territoire non négligeable qui est couvert de forêt, notamment la partie est, pardon. Je suis désolé, je ne suis pas bon dans la présentation du parc ouest du Ventoux. Voilà. Et donc ils ont entamé cette année un travail d'identification de la trame noire en profitant de la présence d'une étudiante en Master 2 qui a réalisé un stage de 6 mois dans la structure et qui avait donc plusieurs volets. Hein. Ce projet de trame noire vise à s'intéresser évidemment au sujet de la préservation de la biodiversité, en continuité du travail qui a déjà été mené sur le parc sur l'identification de la trame verte et bleue. Donc là, l'idée, c'est d'identifier quels sont les secteurs de cette trame verte et bleue, notamment qui sont impactés par la lumière artificielle. Il y a également un volet urbanisme pour que la trame noire puisse être intégrée dans les documents de planification que constituent le SCOT et le PLU. Il y a un volet énergétique, accompagner les collectivités dans le choix du matériel d'éclairage pour à la fois converger vers un moindre impact environnemental, mais aussi une sobriété énergétique. Et puis proposer un accompagnement également à la fois des communes et des acteurs privés du parc pour trouver les solutions les plus adaptées à leurs besoins, tout en ayant en tête cet objectif de moindre impact. Et puis aussi une ambition de travailler sur un outil cartographique numérique pour pouvoir justement faire évoluer la cartographie en fonction de l'évolution des parcs d'éclairage et des connaissances sur le territoire. Et donc, ça va arriver. Voilà, donc la trame noire, elle est réalisée notamment en lien avec la trame verte et bleue. C'est ce qu'on appelle la méthode déductive. On regarde quelle est la trame verte et bleue du territoire, puis on croise cette trame verte et bleue. Donc c'est les espaces nécessaires au déplacement et à l'accomplissement du cycle de vie des espèces avec une entrée plutôt de jour, donc diurne. Et on ajoute à cette identification d'espace à enjeu la pression de la lumière qu'elle peut exercer sur ces milieux-là pour identifier quelles sont les sections de la trame verte et de la trame bleue qui sont sous pression de lumière artificielle. Voilà. Et donc le périmètre d'étude qui a été retenu pour la trame noire, c'est le même que celui qui avait été utilisé pour l'étude trame bleue de l'époque. Donc c'est au-delà du périmètre strict du parc du Ventoux. Voilà. Donc la méthodologie est encore en discussion, il y a des discussions interservices, l'éclairage c'est un sujet transversal, c'est des besoins, c'est des consommations énergétiques, c'est des impacts sur la biodiversité, c'est la mise en valeur, etc. Donc évidemment, selon le point de vue depuis lequel on s'exprime, on a des attentes différentes sur cette méthode, donc elle est en cours de discussion. Donc à la fois de la méthode déductive, comme je vous l'ai dit, on regarde la trame verte et bleue du territoire et où est-ce que la lumière affecte cette trame verte et bleue. Il y a également une méthode intégrative qui consiste à identifier des espèces nocturnes sensibles à la pollution lumineuse sur le territoire. Donc il y a une vingtaine d'espèces qui ont été identifiées sur le territoire. On regarde quels sont les éléments paysagers qui sont théoriquement favorables à la présence de ces espèces. Et là aussi, on regarde est-ce que ces espèces théoriquement favorables, est-ce que ces espaces théoriquement favorables aux espèces nocturnes sont ou pas affectés par la pollution lumineuse. Voilà. Donc on peut passer à la diapo suivante encore. Voilà, donc il y a beaucoup de données à aller chercher pour ça, avec des bases de données nationales ou régionales qui sont sollicitées, notamment sur les données de biodiversité, également l'occupation du sol. La pression lumineuse, elle a été estimée au travers d'une carte que le CEREMA a produite
sur la base de données satellitaires du satellite LUOJA, c'est un satellite chinois qui produit une carte de radiance nocturne à une échelle de 130 mètres. Le pixel fait environ 130 mètres. Et puis, ils ont également téléchargé cet été d'autres données plus précises d'un satellite qui s'appelle SDGsat, qui là permet d'avoir une information à 40 mètres en rouge, vert, bleu, donc en couleur, et une donnée à 10 mètres en panchromatique, c'est-à-dire en niveau de gris. Plus le pixel est brillant, plus il y a de quantité de lumière qui est perçue. Là, donc à 10 mètres, on est à l'échelle quasiment de l'influence d'un point lumineux, donc c'est extrêmement précis. Et puis, il y a eu également une étape de collecte des données d'éclairage disponibles auprès du syndicat des quartiers vauclusiens et de la ville de Carpentras à ce stade. Voilà, donc ces données-là permettent de rejoindre les constats qu'on vous a déjà partagés, hein, qu'on a voilà, des champs qui permettent d'identifier la typologie de l'éclairage, la puissance, et pour la ville de Carpentras, on a également des informations sur des scénarios d'abaissement et de coupure en cœur de nuit. Et puis, sur les communes du parc, il y a également un inventaire qui est réalisé sur les pratiques d'extinction. Voilà, donc c'est un inventaire qui est en cours. Et donc, je n'oublie pas de remercier à la fois le syndicat et la ville de Carpentras pour la fourniture de cette donnée. C'était le message que passait Yann dans son discours. Donc, malgré ce travail d'inventaire qui avance, il y a encore des éléments qui sont manquants. Lui, il est intéressé notamment par l'information de la localisation des armoires de commande pour pouvoir accompagner les collectivités dans des stratégies sectorisées d'adaptation d'éclairage, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines rues qui pourraient être éteintes ou bien gradées en cours de nuit alors que d'autres non, et donc il y a besoin d'avoir le maillage des armoires de commande pour pouvoir accompagner au mieux les collectivités dans ce genre de choix. Des informations manquantes sur le type d'implantation des luminaires, on en a parlé dans Eclex tout à l'heure, est-ce qu'on est sur un mât ou sur une applique, la hauteur du luminaire, le type de lanterne, des éléments qui vont avoir une influence notamment sur sa visibilité à distance, qui est évoqué tout à l'heure, les fiches techniques du fabricant, le modèle, la marque, la photométrie, l'or, etc. Température de couleur, des données qui seront plus facilement accessibles en général sur des installations récentes, et puis des études d'éclairement qui permettraient d'aller beaucoup plus loin dans la précision voilà, la répartition de la lumière dans l'espace. Et puis une volonté d'aller aussi sur d'autres données qui figurent rarement dans les bases de données d'éclairage public, quand bien même ce sont des installations d'éclairage qui sont gérées par la puissance publique, en l'occurrence les installations d'éclairage sportif et les installations d'éclairage de mise en valeur du patrimoine. Et point important, se contenter de données collectées dans une base de données, ça ne suffit pas, il faut aller faire du terrain, à la fois pour s'assurer que ce qui est dans la base correspond à la réalité, et pour réaliser des préconisations les plus adaptées à la réalité du territoire. Et donc, ils ont intégré la totalité de ces données dans un outil cartographique qui est en cours d'élaboration. Donc là, on est sur la commune de Baudouin, si je me souviens bien. Et donc, on a cette première donnée qui est une photo satellitaire. Hein, et puis après, il y a un certain nombre d'informations qui sont rajoutées. Je pense que c'est les résultats du travail de la stagiaire de cet été. Et donc, notamment, on peut rajouter les données d'éclairage public qui sont partagées par les acteurs qui ont été cités tout à l'heure. Et il y a aussi là-dedans des installations d'éclairage privé qui ont été partagées par certains gestionnaires d'installations. Après, ces données-là, elles sont croisées avec la donnée satellitaire de radiance. Et ce croisement-là permet de réaliser... Tu l'as annoncé ? Ça arrive... on va sauter une. Non, ça prend attention. Les croisements. Ah oui. Donc là, sur Carpentras, il y a le croisement notamment des éléments de trame bleue, là, les zones humides avec les points d'éclairage public. Ça va permettre assez facilement d'identifier quels sont les points lumineux susceptibles d'impacter cette trame bleue et sur laquelle des actions seraient à mener éventuellement. Et là, bien sûr, on a besoin d'aller sur place pour confirmer qu'il y a bien un enjeu. Voilà. Et quand on revient sur Baudouin, voilà, quand on croise les données d'éclairage public avec la carte de radiance, on se rend compte que certains secteurs émettent de la radiance et qu'a priori, ce n'est pas une responsabilité de l'éclairage public. Et donc là, en l'occurrence, il y a deux points qui ont été identifiés, deux secteurs. En fait, les plus gros émetteurs de lumière sur ce territoire-là,
c'est pas au niveau de l'éclairage public, c'est au niveau d'un centre de vacances et au niveau d'une carrière, une installation industrielle qui est éclairée toute la nuit. Et donc, évidemment, si on veut avoir une approche efficace sur ce territoire-là, réduire la pression de la lumière sur le territoire et sur la visibilité à distance, eh ben, ça va passer par une collaboration étroite avec ces acteurs-là pour les aider à mieux identifier leurs besoins et voir s'il y a des marges d'amélioration des installations existantes, conserver le même niveau de sécurité sur la carrière tout en étant beaucoup moins impactant et visible à distance. Voilà. Voilà. Bon, j'ai peut-être pas été exhaustif sur ce que Yann aurait dit, mais j'espère. Voilà, c'est sûr, on va quand même on va essayer de vous envoyer quand même sa vidéo parce que c'est très intéressant. Et merci beaucoup Samuel, parce que bravo, ça nous bien sorti. Est-ce que vous avez encore peut-être des questions ou autres par rapport à la présentation, par rapport à la base de données? Pas. S'il n'y a pas de questions, du coup, juste, on va terminer. Donc, le premier atelier qui va se tenir en présentiel aura lieu le jeudi 13 novembre dans les locaux de la Thomasie, donc dans le plein air du Luberon. Le deuxième aura lieu le jeudi 22 janvier à la communauté d'Ablo du Pays de Grasse. Et le troisième atelier, donc il y a une petite erreur de frappe, ça sera le 19 ou le 20 mars, le lieu n'est pas encore défini. N'hésitez pas déjà, si d'ores et déjà vous avez envie de vous positionner sur un atelier, vous pouvez m'envoyer un mail, je vais le mettre, normalement vous l'avez tous, mais je le remets quand même dans la discussion. Un ou plusieurs ateliers. Hein. Ouais, c'est intéressant si on a des gens qui suivent surtout la démarche, puisqu'on va avoir une démarche itérative sur le choix des champs qu'on va retenir. Sachant qu'on a pensé la localisation pour faire de l'interdépartemental. La première réunion est plutôt pour Vaucluse-Bouches-du-Rhône, la deuxième est plutôt pour Var et Alpes-Maritimes, et la troisième pour Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence. Pas d'obligation d'aller à celle de votre territoire et de faire une évidemment. C'est ça. Sachant que là, on a pris parti pris pour les premiers ateliers de venir vraiment dans les territoires en se disant c'est quand même important de travailler en présentiel pour la communication, etc. Mais il n'y aura pas que 3 ateliers en tout, hein. Il y en aura sûrement 7. Et on verra après ces 3 si on va continuer le présentiel ou pas, ou si on va faire des ateliers en visio. Et c'est des ateliers où justement, tant les producteurs, administrateurs de données, mais aussi usagers, mais pas que en lien, comme on l'a dit, avec ces questions de pollution lumineuse, vous êtes effectivement tous associés, puisque l'objectif étant de s'accorder sur un modèle de données qui puisse effectivement répondre à un maximum de vos besoins. Voilà. Peut-être qu'on peut faire placer des formulaires, on peut mettre en place un formulaire pour chaque atelier où vous positionnez sur un ou plusieurs ateliers. On n'a pas fait encore la communication, mais c'est dans un mois, donc on ne va pas tarder à le faire. Et après, n'hésitez pas aussi à relayer l'information s'il y a des acteurs mais là qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais qui sont intéressés, parce que vraiment le but, c'est vraiment un travail collaboratif, et vous l'avez compris, de co-construction, parce que la base de données, on a besoin de vous et de vos retours, du coup, pour la construire. Donc, n'hésitez pas à relayer les ateliers. Marie-Caroline, tu as une question? Non, c'est plutôt une obsession, tu me connais, mon obsession, c'est la mobilisation des syndicats d'énergie. Voilà, parce que le guide qu'on avait fait de recommandations, on l'avait fait aussi avec eux, et qu'on sent qu'il y a quand même, je dirais, on a de grosses marges de progrès sur la prise en compte des enjeux biodiversité dans les politiques qui portent sur la question puisque voilà, ils sont quand même, je dirais, dans beaucoup de territoires à la manœuvre sur ces questions d'éclairage, et donc voilà, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas peut-être aussi une séquence spécifique à faire avec eux, quoi, bien Alors moi, j'ai une demande à vous faire à tous les participants là, c'est envoyez-nous tous les contacts auxquels vous pensez, parce que nous on a la vision des acteurs, mais les acteurs, pour certains d'entre eux, on n'a que des adresses génériques, on n'a pas de réponse. Et donc si vous avez des contacts de personnes que vous savez mobilisables sur cette question-là, envoyez-les à Nadège. C'est ça. Et surtout, les syndicats, bien entendu, sont dans notre liste de données qu'on met à jour. Donc, en effet, Samuel, n'hésitez pas à nous envoyer. Et bien entendu, ils sont intégrés. Alors, pas forcément à la réunion aujourd'hui, parce que c'était vraiment une réunion de préfiguration pour parler des enjeux, mais du moins, on va passer
à la technique, ils seront intégrés et informés de l'ensemble de ces ateliers dans la mini-liste, il n'y a pas de souci. Après, ce qui est important, c'est que la gestion de l'éclairage public, elle varie énormément d'un territoire à l'autre. Des fois, c'est 80% des communes d'un territoire qui ont délégué, voire 100% sur la métropole Nice-Côte d'Azur, par exemple, qui ont délégué à la métropole. Il y a des petites intercos, il y a des communes qui les remportent, des communes qui ont délégué à un prestataire privé. Et en fait, on a besoin, dans le groupe de travail, que tous ces acteurs-là, ces types d'acteurs-là soient représentés. Parce que leurs besoins, le point d'où ils partent seront différents. Et donc, c'est important pour nous de ne pas donner plus de parole à un acteur qu'à un autre, parce que le but, c'est que tout le monde puisse s'approprier l'outil. C'est un point important. Après, évidemment que les syndicats sont des acteurs essentiels et très centraux dans les échanges, mais la petite commune qui gère son parc toute seule, elle est aussi importante. Voilà, c'est ça. Tenir compte des contraintes et des caractéristiques de chacun. Au-delà, effectivement, de la mise en commun de la structure, du volet un peu technique, de l'approche technique du travail, c'est aussi de partager un peu nos retours d'expérience. Voilà, que chacun puisse effectivement bénéficier, on va dire, un peu de l'expertise, le retour d'expérience des uns et des autres. Notamment pour les communes, comme on disait, qui sont moins dotées en ingénierie. Donc n'hésitez pas à relayer, mais voilà, vous communiquez effectivement les noms de tous les acteurs potentiels privés, les noms et mails, mais aussi de relayer directement l'invitation qui va suivre pour à minima ce premier atelier, aussi directement auprès de ces gens-là. Est-ce que peut-être il y a d'autres questions autour d'expérience que vous voulez partager? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà volontaires, peut-être pour l'atelier Watt? Laissez-le nous savoir. Vous pouvez mettre des petits pouces si la démarche vous semble intéressante. Non, on vous a fait peur. N'ayez pas peur. Deux pouces quand même. C'est pas beaucoup. Ça marche. Dans tous les cas, on va se dépêcher, nous, de faire la communication pour les ateliers. S'il n'y a pas plus de questions, en tout cas, merci beaucoup pour votre intérêt et la participation. Merci encore à Claire et au CRMA du coup d'être présents. Désolée pour les... on a dû s'adapter, là, ça a été le mot de ce matin. Le temps de tester. De tester, donc voilà. Mais en tout cas, merci pour votre patience. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on a hâte de vous voir sur le terrain pour vraiment passer dans le concret de la construction de la base de données. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez aussi dire un mot. Non, nous, c'est bon. Voilà. Très bien. Je vous ai dit. Nombreux et que cet outil vous servira le mieux possible dans l'avenir et permettra le partage d'expériences, de bonnes expériences, de choses qui fonctionnent. Je pense qu'on a aussi beaucoup à gagner à travailler collectif sur ces sujets-là. Il y a des territoires qui ont des super initiatives et je pense que ces groupes de travail, ça va être l'occasion de les faire connaître aussi, partager des solutions techniques qui fonctionnent, des voies d'énergie, l'économie d'énergie qui n'ont pas été exploitées par tout le monde, etc. Enfin voilà, je pense que c'est aussi ça l'intérêt de ce collectif interdépartemental. On a souvent on regarde ce qui fait le voisin, on voit rarement ce qui se passe de l'autre côté de la région et en fait, il y a des pratiques qui diffèrent pas mal. Donc je pense que ces ateliers, ça va être l'occasion justement de ce type d'échange. Je vais vous envoyer du coup par la suite les présentations, comme ça vous aurez accès aux liens de tous les outils de valorisation dans les jours qui vont suivre. Mais merci beaucoup et puis bon appétit à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.